l'Amérique a décidé de faire le bombe nucléaire. Et pour le bombe nucléaire, il fallait l'oxyde d'uranium. Et la seule source de l'oxyde d'uranium était le Congo belge. Dans le cadre de nos interviews de l'été, Point USA reçoit cette semaine un membre de notre équipe, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, ancien ambassadeur au Sénégal et auteur de 2 ouvrages sur l'Afrique, un recueil de souvenirs et une histoire de 8 décennies de politique américaine sur le continent. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA. Une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objet de discuter de l'actualité américaine et internationale, avec René Lake, journaliste et analyste politique, directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Georges Collinet, légende de la radio et animateur d'Afropop sur la chaîne publique américaine. Nous accueillons donc notre collègue et ami Herman Cohen cette semaine. Je vais, pour commencer, rappeler vos principales étapes de votre parcours professionnel. Herman, après une maîtrise en relations internationales, vous avez commencé une longue carrière diplomatique. En 1962, vous avez été fonctionnaire consulaire, attaché et conseiller politique, jusqu'à votre nomination au poste d'ambassadeur des États-Unis en Gambie et au Sénégal de 1977 à 1980. Vous êtes ensuite sous-secrétaire d'État adjoint principal, chargé du renseignement et de la recherche jusqu'en 1984. Vous êtes ensuite assistant spécial du président et directeur principal pour l'Afrique au Conseil de sécurité nationale de 1987 à 1989 et enfin secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines de 1989 à 1993. Vous avez également été conseiller principal de la Coalition mondiale pour l'Afrique et vous avez enseigné à l'étude d'études internationales avancées de l'université Johns Hopkins. Ayant consacré la majeure partie de votre carrière à l'Afrique, vous étiez donc tout qualifié pour écrire une histoire de la politique américaine sur cette région du continent. Herman, quand les États-Unis ont-ils vraiment commencé à s'intéresser à l'Afrique? Les États-Unis ont commencé à s'intéresser à l'Afrique dans la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre, le seul pays qui était important pour nous était le Libéria, parce que tout notre caoutchouc pour les pneus et autre chose venait de Libéria. Mais à part ça, il n'y avait pas grand intérêt. Mais pendant la Deuxième Guerre, il y avait beaucoup de choses très importantes pour nous. D'abord, pour libérer, l'Europe était occupée par les Allemands nazis. Donc, pour lutter contre les Japonais, dans l'Est asiatique, il fallait envoyer des soldats et des matériels à travers l'Afrique. On ne pouvait plus traverser l'Europe. Donc, il fallait élargir les aéroports d'Accra, de Banjul et construire quelques aéroports dans le nord-est de Mauritanie. Deuxièmement, pour préparer la libération de l'Europe, il fallait venir de 2 directions, de l'Angleterre et de l'Afrique. Et nous avons fait un débarquement en Europe en 1944, venant de l'Afrique, avec la plupart des militaires étaient des Africains. Et troisièmement, très important, l'Amérique a décidé de faire
la bombe nucléaire. Et pour la bombe nucléaire, il fallait l'oxyde d'uranium. Et la seule source de l'oxyde d'uranium était le Congo belge. Il y avait une mine d'oxyde d'uranium dirigée par une société privée belge. Juste avant l'arrivée des nazis en Belgique, ils ont envoyé 3000 tonnes d'oxyde d'uranium à New York. Et en 1942, il y avait un gérant belge à New York pour vendre l'oxyde d'uranium pour différentes choses. Et en 1942, un colonel américain arrive dans les bureaux de cette société belge à New York. Est-ce que vous avez l'oxyde d'uranium? Et le gérant a dit, nous avons 3000 tonnes. Et le colonel américain a dit, j'achète tout. Et ils ont utilisé ça pour faire la bombe nucléaire. Et ils ont même envoyé des soldats en Congo belge pour occuper les mines, pour être assurés que les mines n'étaient pas inondées d'eau. Et ils ont construit un grand aéroport qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Kamina. C'est le seul aéroport en Afrique qui est un aéroport de l'OTAN, de qualité de l'OTAN. Donc, c'était la guerre qui a fait intéresser les États-Unis à l'Afrique. Et donc, c'était pour des raisons bien particulières, un peu intéressé, bien sûr. Mais au moment où les pays africains ont commencé à obtenir leur indépendance, la politique américaine a tout de même changé. Oui, c'était les années 1955 jusqu'à 65. Je crois qu'il y avait 40 pays africains qui sont devenus indépendants. Et en même temps, c'était la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et il y avait un grand débat aux États-Unis. Est-ce que nous devons parler aux Africains de la guerre froide? Il y avait certains gens comme le ministre des Affaires étrangères, M. Dulles, qui a dit il faut poser la question aux Africains. Est-ce que vous êtes avec les États-Unis ou vous êtes avec l'Union soviétique? C'est la guerre froide. Mais de l'autre côté, il y avait d'autres gens qui ont dit non, c'est mauvais de faire ça. Les Africains ne s'intéressent pas aux grandes puissances, d'être dans un secteur ou l'autre. Il ne faut pas les faire choisir. Il faut qu'ils restent neutres dans la grande guerre entre les grandes puissances. Excusez-moi. Et ça, c'était le vice-président des États-Unis, Nixon, à l'époque, qui a fait dans ce débat devant le président Eisenhower, il faut laisser les Africains rester neutres. Et Eisenhower a dit oui, il faut qu'ils restent neutres. On ne va pas troubler les Africains avec la guerre froide. Et surtout, on ne va pas envoyer des soldats américains ou de l'OTAN en Afrique. Il faut que, s'il y a des problèmes d'instabilité, il faut envoyer des soldats pour garder la paix de l'ONU. Et ça, c'était le commencement de notre politique envers l'Afrique. René et Denis, vous avez lu le livre, vous avez des questions pour Herman. Oui, commençons avec vous, René. C'est vraiment fantastique, ton bouquin. Hein. Une question. Afrique, à l'heure actuelle, s'il n'y avait pas de ces révolutions, si la France, Belgique, d'autres pays étaient toujours là, si ces pays sont pas devenus libres, indépendants, leur sort serait quoi? C'est difficile à répondre. Je crois que les populations, d'abord les Anglais et les Français qui étaient des colonisateurs, ont fait beaucoup pour l'éducation, n'est-ce pas, pour les Africains. Donc, une fois que vous avez une couche de la population qui est bien éduquée,
on ne peut pas dire ces gens-là, vous restez colonisés, n'est-ce pas? Les gens demandaient l'indépendance, n'est-ce pas? Et ce que l'Angleterre et la France ont réfléchi, ils ont dit, oui, on va leur accorder l'indépendance, mais en même temps, on va rester auprès d'eux. On va leur donner l'aide, on va leur donner des conseils. Et ça, c'était, à mon avis, c'était la meilleure solution. On ne peut pas refuser l'indépendance aux gens éduqués, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui pensent que ces pays ont gaspillé leur trésor, leur liberté, tant de corruption, les petites guerres à gauche et à droite, les grands trucs comme Rwanda. Donc, il y a une mauvaise réputation, image, n'est-ce pas, en Amérique, de l'Afrique comme continent. Oui, en Amérique, les gens voient l'Afrique comme un continent instable, très instable. Et vous avez utilisé le mot corruption, et ça aussi. Mais je dois vous dire que à l'époque de l'indépendance, l'Angleterre et la France étaient des pays socialistes. Et ce qu'ils ont fait, ils ont nationalisé beaucoup de sociétés privées en Angleterre. Je me rappelle que j'ai été envoyé comme diplomate en France en 1955. J'ai cherché une banque qui n'était pas une banque du gouvernement. J'ai cherché une société d'assurance qui n'était pas une société de... Ils ont nationalisé les grandes sociétés. Et l'Angleterre a fait la même chose, le Parti travailliste. Ils ont, donc, quel conseil ils ont donné aux Africains? Nationaliser. Mais les Français et les Anglais ont géré ces sociétés pour gagner des bénéfices et pour réinvestir, pour faire expansion. Mais les Africains n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur société d'État? Ils ont ouvert les portes pour le grand emploi. Tous les gens venant des villages chercher de l'emploi, ils étaient embauchés pour ces... Donc, moi, j'étais en Ouganda en 1962. Il y avait une ligne d'aviation, Uganda Airways. Très bonne ligne d'aviation. Ils avaient 3 avions. Ils ont fait Tanzanie, Kenya, Ouganda. Mais ils avaient 12 000 employés pour les 3 avions. Donc, on ne pouvait pas gagner. Donc, avec tous ces employés dans les sociétés d'État, il n'y avait pas d'argent pour la santé, pour l'infrastructure, pour les routes, pour les ports. Et donc, les économies des pays nouvellement indépendants ont commencé à baisser, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait des mauvais choix avec l'avis des anciens colonisateurs qui étaient à l'époque des socialistes. Donc, après, si les choses ne marchaient pas bien, ça a commencé la corruption et aussi les gouvernements autoritaires. Je me rappelle, vers 1965, le président de la Tanzanie a dit le système multipartite démocratique ne marche pas pour les Africains parce que nous n'aimons pas les débats, les arguments dans le Parlement. Ça, c'est pas africain, ça. Pour les Africains, nous allons, s'il y a un problème, nous allons devant le baobab arbre et nous discutons. Et finalement, il y a une solution. Mais nous n'aimons pas les arguments. Donc, ils ont dit, le système parlementaire européen n'est pas bien. Nous allons faire le système de parti unique. Et dans ce parti unique, nous allons prendre des décisions. Donc, parti unique, autoritaire, dictateur. Ça, c'est devenu comme ça. Donc, ils ont mal commencé en Afrique. René? Oui, Claude, d'abord, il y a tellement à dire, surtout après tout ce que je viens d'entendre là, de la question de Denis à la réponse d'Herman. Mais avant ça, quand même, je dois dire que le dernier livre d'Herman Cohen est
et à mon avis, va faire date dans la mesure où ça va être, je considère que c'est un livre de référence. Pourquoi un livre de référence? Parce que il donne les différents temps historiques globalement de la relation Afrique-États-Unis. Mais en même temps, en le faisant, ça permet également d'avoir une lecture, d'avoir des vignettes, parce qu'il présente le livre par administration présidentielle. Hein, d'accord? Il commence donc par la période de Roosevelt et il va jusqu'à la période de Trump. Donc, il utilise l'administration comme les temps chronologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en le lisant, on voit également les temps politiques, les temps historiques, les temps de géopolitique. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. J'ai relevé personnellement 6 moments, mais bon, ça serait trop long pour de revenir là-dessus. Mais j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Alors, j'ai été très intéressé par les deux premiers moments, un moment historique, j'allais dire, où justement il y a cette Amérique anti-colonialiste, parce que l'Amérique n'a pas cette histoire colonialiste en Afrique. Il le dit très bien, il le montre très bien, il donne les exemples, il présente les politiques, les justifications politiques. Et ensuite, il y a cette phase justement avant la guerre, dont il parlait tout à l'heure, d'après la guerre, donc juste un peu avant la guerre, où justement il y a déjà cette sorte d'ambiguïté où en même temps, on veut être en bonne relation. Quand je dis on parle ici de l'Amérique, on veut être en bonne relation avec l'Europe, mais l'Europe est une Europe colonialiste à travers le monde et en Afrique en particulier. Alors, il y a cette sorte d'ambivalence. Et ensuite, bien entendu, il y a l'ambivalence dont il a parlé avec la guerre froide, où du fait de la guerre froide, on ne veut pas non plus froisser ses alliés que sont les Européens de l'Ouest. Donc, ça, c'est des parties extrêmement intéressantes, j'ai trouvé. Mais quand même, je voudrais rapidement dire à mon ami Denis, et également en rapport avec la réponse d'Herman, il n'y a pas de système colonial qui soit enviable. Je peux vous dire que la colonisation anglaise, la colonisation française a été simplement des années, des décennies, des siècles d'horreur dans tous les pays où cela s'est passé. Ce n'est pas un hasard, c'est Macron lui-même, avant l'élection présidentielle en Algérie, a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Je pense que, bon, avec le temps, les rapports de force ne le permettent pas maintenant, bien entendu. Mais je ne peux pas imaginer que dans 50 ans, dans 100 ans, il ne soit pas clairement dit, clairement enseigné, clairement proclamé que la colonisation est un des crimes les plus atroces contre l'humanité. Des villages entiers ont été brûlés, des enfants, des femmes, des familles entières ont été... C'est la soumission par la force. Ensuite, une fois la colonisation terminée, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Les anciens pouvoirs coloniaux, en particulier français, ont installé dans tous ces pays-là des minorités pour pouvoir garder le contrôle de ces pays-là. Et ils ont maintenu ces pays dans le jeu économique qui consistait à être complémentaires des besoins économiques de la France, du Portugal, de l'Espagne ou de l'Angleterre. Mais ça, on se limite à l'Afrique francophone, de la France principalement. Et je peux vous garantir que dans ce jeu économique-là, il n'y a pas de possibilité de développement. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant également dans le livre d'Herman. Il parle à un moment dans la troisième partie, je pourrais dire, il parle du fait qu'au fond, un peu les échecs de l'Afrique, c'est que bon, au-delà du soutien, de l'assistance humanitaire, il n'y a pas eu vraiment d'incitation au développement. Paradoxalement, on pourra en discuter plus tard, parce que là, je ne veux pas être trop long. George Bush, avec le MCC, a commencé à dire, écoutez, no trade, mais no aid, but trade. Donc, on va plus se focaliser sur le commerce, sur les échanges économiques que sur la question de l'assistance. Bon, maintenant, on peut discuter de comment ça s'est passé, mais je pense que c'était un tournant intéressant. Mais bon, je ne veux pas être trop long, on laisse la discussion se poursuivre. Nous allons poursuivre d'ailleurs cette conversation avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines, après cette pause. Nous retrouvons Herman Cohen, notre invité du jour. Herman, dans votre livre, vous repoussez avec force l'idée que les États-Unis ont appuyé les leaders africains simplement parce qu'ils étaient anticommunistes, et vous avez fermé les yeux sur les violations des droits de l'homme et la corruption.
Oui, notre politique était surtout le développement économique. Si ce n'était pas la guerre froide, nous croyons que c'était le développement économique. Donc, on croyait qu'après la Deuxième Guerre, nous allons faire la plan Marshall pour l'Europe. Et ça a marché très, très bien. Mais les Européens étaient déjà habitués aux industries, à l'infrastructure. Donc, ce n'était pas trop difficile à faire la reconstruction de l'Europe. Mais l'Afrique était complètement différente. Il n'y avait pas une histoire de développement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les Africains ont nationalisé beaucoup de leur secteur privé. Donc, il fallait choisir une méthode. Donc, nous avons fait un peu l'expérimentation, à mon avis. On a commencé avec l'agriculture, on a fait le développement dans les villages. Par exemple, quand j'ai été au Sénégal comme ambassadeur, le président était Jimmy Carter. Il a dit, il faut aider le peuple dans le village. Il ne faut pas aider les gouvernements parce qu'il y a la corruption. Donc, qu'est-ce que nous avons fait au Sénégal? Nous avons fait 500 puits de l'eau. Et avec ça, les villageois avaient de l'eau pour pousser des légumes et vendre des légumes pour gagner de l'argent. Aussi, il y avait des petits, comment on appelait, les huttes de santé, où il y avait quelqu'un qui était expert dans la malaria. Il est allé vers chaque maison pour être sûr qu'il n'y avait pas de l'eau avec des moustiques. Et il y avait quelqu'un qui était expert dans la diarrhée des enfants. Parce qu'il y avait beaucoup de morts d'enfants, parce qu'il y avait la diarrhée. Donc, il savait comment arrêter la diarrhée. Et aussi, pour chaque 25 huttes, il y avait une clinique de maternité. Et avec un véhicule. Et chaque fois qu'une femme était en train d'accoucher, le véhicule est allé la chercher pour l'amener dans la clinique. Donc, c'était une aide directe au village. Une aide directe. Donc, nous avons essayé ça. Après, nous avons dit qu'ils ont besoin de secteur privé. Comment encourager le secteur privé? Le président George Bush s'intéressait à ça. Et même président Trump, il a commencé quelque chose qui s'appelle Prosper Africa. Chercher des mariages entre les sociétés américaines et les sociétés africaines pour faire des investissements. Donc, nous avons changé presque tous les 10 ans. Nous avons changé parce que rien ne marchait bien. Et l'Afrique est toujours derrière le sud-est asiatique. Et nous cherchons toujours une formule pour aider les Africains. À mon avis, le problème est toujours politique. L'investisseur africain qui n'est pas dans le cercle de pouvoir est considéré comme un ennemi du pouvoir. C'est pas là, comme en Asie où l'investisseur est considéré comme un partenaire dans le développement. En Afrique, c'est pas un environnement pour l'investisseur privé. Une question. Y avait-il des moments pendant ces guerres et tout ça, les révolutions, les choses que tu as vues toi-même, que tu étais vraiment au milieu de tout ça? Y avait-il des moments quand tu avais peur? Personnellement peur? Oui, j'avais peur. Décris ça. Oui, j'ai été à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, qui à l'époque s'appelait Zaïre, n'est-ce pas? J'ai été à l'ambassade et le président du pays à l'époque s'appelait Mobutu. Et il était très fâché contre les Belges. Donc, il a donné l'ordre aux jeunesses du parti politique. Il faut faire une démonstration devant l'ambassade belge pour faire peur, pour montrer aux Belges que nous sommes fâchés. Donc, ils sont allés, mais bien sûr, sans être encadrés, ils ont commencé à brûler les voitures, ils ont cassé les fenêtres. C'était vraiment mauvais. Et après 30 minutes, quelqu'un a dit,
Ah, voilà l'ambassade des États-Unis à 3 minutes ici. Attaquons l'ambassade des États-Unis. Donc, moi, je n'étais pas l'ambassadeur à l'époque, j'étais numéro 2. Et moi, l'ambassadeur était dans le lobby. Et tout à coup, il y a une centaine de types qui arrivent et qui commencent à casser nos fenêtres, etc. Et j'avais peur. Et comme vous savez, chaque ambassade est gardée par les Marines américains qui sont là. Et les Marines ont commencé avec leurs armes, être prêts à tirer sur ces gens-là. Et moi, j'avais peur. Et même, je regardais de ma fenêtre, de mon bureau, et une pierre est venue casser la fenêtre, ça m'a coupé la tête. Mais finalement, le président Mobutu arrive dans son Jeep et il a dispersé les gens. Mais pendant une demi-heure, moi, l'ambassadeur et tous les autres gens avaient vraiment peur, n'est-ce pas? Georges, une question? Oui, Hank, en ce moment, on a un grand problème aux États-Unis parce que la Chine est en train de conquérir, on a l'impression que la Chine est en train de conquérir l'Afrique. Et qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Justement, il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes où le NBA, ils ont lancé le NBA qui sera dirigé par Obama lui-même, National Basketball Association en Afrique, qui est une très bonne idée d'ailleurs, je trouve. Mais est-ce qu'à ton avis, cette lutte contre la Chine, comment faire en sorte que on puisse contrecarrer la Chine qui donne d'énormes sommes d'argent aux dirigeants africains et que nous, aux États-Unis, nous sommes là, bramballant, en train de regarder la situation et d'un seul coup, on se dit « Oh là là, mais c'est une catastrophe ce qui se passe là en Afrique. » Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que beaucoup de gens. D'abord, les investissements privés américains en Afrique est beaucoup plus grand que les investissements de Chine. Ah bon? C'est surtout dans le pétrole, n'est-ce pas, dans les mines, mais la somme d'argent est beaucoup plus grande. Deuxièmement, qu'est-ce que la Chine fait? La Chine dit, nous avons besoin du pétrole, du cuivre, des choses comme ça. Donnez-nous une assurance, il parle au gouvernement africain, donnez-nous une assurance, 200 000 barils par jour, et en échange, nous allons faire votre infrastructure. Nous allons envoyer des sociétés d'État chinoises pour faire l'infrastructure, mais avec des prêts, pas avec des cadeaux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous voyons maintenant en Afrique? Les Africains sont très endettés envers la Chine. Et qu'est-ce que la Chine a fait? Pas mal de choses. Mais les sociétés d'État chinoises ne sont pas tous très bien. Il y a une société au Texas qui s'appelle Roth Construction. Yeah. Ils gagnent beaucoup d'argent maintenant en réparant les bêtises que les Chinois ont fait, surtout dans les aéroports, n'est-ce pas? Et les routes. Donc, je ne vois pas comme une concurrence entre l'Amérique et la Chine. Le problème de la Chine est un problème pour les Africains de gérer, n'est-ce pas? Vous regardez la société Chevron, une des plus grandes sociétés américaines de pétrole en Angola. Vous demandez, je voudrais voir le PDG. Vous allez dans son bureau, qui est-ce? Un Nigérien. Parce qu'il a fait sa carrière avec Chevron, 35 ans. Vous demandez dans n'importe quelle société chinoise en Afrique, qui sont vos gérants? On va trouver un seul Africain. Ils ne mettent jamais des Africains dans des positions de responsabilité. Et après, quand la société chinoise est terminée avec le travail, les ouvriers chinois ne rentrent pas en Chine. Ils vont dans les villages, ils ouvrent des magasins, ils importent des choses de Chine et les entreprises africaines sont finies, n'est-ce pas? Donc, à mon avis, ce n'est pas la concurrence américaine, c'est aux Chinois de gérer. Et ils font un mauvais travail là-dessus maintenant.
Herman, malheureusement, notre émission est sur le point de s'achever, mais j'ai mentionné au début de cette émission que vous aviez déjà écrit un premier livre qui s'appelait « La mentalité des hommes forts africains », dans lequel vous racontiez nombre de souvenirs et d'anecdotes de vos rencontres avec tous ceux qui ont contribué à l'indépendance de l'Afrique. Avant de nous quitter, et on fera une autre émission avec vous parce que vous êtes une mine d'or, vous avez été le monsieur Afrique pendant de nombreuses années. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre rencontre ou vos rencontres, il y en a peut-être eu plusieurs, avec un homme qui a toujours été tout de même assez fascinant jusqu'à son assassinat. Ça a été Mohamed Kadhafi. Oui, Kadhafi, j'ai rencontré en décembre 1996 et il était très gentil parce qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Les autres pays arabes l'ont abandonné, n'est-ce pas? Et les seuls amis, ils avaient été des chefs d'État africains. Et il était très content de parler avec un Américain. Et je l'ai vu 5 fois, tête à tête. Et il est très intéressant. Et il m'a dit un jour, j'ai quelque chose de très intéressant pour vous, spécialement, M. Cohen. Il a dit, avant moi, il y avait un roi qui s'appelait Idriss. Quand Israël a été créé, il a expulsé tous les Juifs qui étaient en Libye. Et il y avait une grande communauté juive en Libye, était surtout des Italiens, n'est-ce pas? Tout à fait expulsés. Et Kadhafi a dit, maintenant, je les ai invités à revenir. On a dit, oh, formidable, monsieur. Ouais. Je suis content. Et donc, quelques mois plus tard, un an plus tard, j'ai été invité à revenir pour faire des conférences à l'université. Et j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que les Juifs sont revenus? J'ai dit oui, ils sont revenus. Il dit, c'était bien. Il dit, non, c'était pas bien parce qu'ils ont vendu toute leur propriété, ils sont repartis. Et Kadhafi n'était pas content. Herman, dans ce livre de portraits dont parlait Claude tout de suite, il y a aussi, ce serait intéressant que vous reveniez un peu sur la petite anecdote avec Senghor et Lillian Carter et le fameux bracelet que lui avait offert le président gambien. J'ai trouvé cette anecdote succulente. Une autre aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Bongo avec Reagan qui se plaignait des volontaires du Peace Corps parce qu'ils parlaient mieux que lui sa langue locale. J'ai trouvé ce livre est très amusant. Par contre, Herman, je suis sûr que il sera pas très populaire en Afrique parce que je vois que vous tapez très dur sur Sankara, qui est par contre considéré comme un héros sur le continent. Mais ça, c'est un autre débat, on va pas l'engager là. Oui, ce livre a été traduit en français et je ne peux pas le vendre. Je le vends. C'est vendu en démocratique du Congo, mais dans les autres pays, ils refusent de vendre parce qu'ils trouvent ça insultant, leur chef d'État, n'est-ce pas, ou les anciens chefs d'État. Merci, Herman, pour tous ces souvenirs. Et puis, en conclusion, je crois qu'on peut dire que votre historique des relations des États-Unis avec l'Afrique a été salué par vos collègues américains, vos collègues diplomates. L'ancien ambassadeur Charles Twining rejoint le point de vue de René, puisqu'il écrit qu'il a beaucoup appris en lisant votre livre, et il a ajouté, il servira de référence aux chercheurs et universitaires pendant encore très longtemps. Merci donc, Herman, de cette analyse. Nous aurons, je l'espère, une autre émission pour parler d'autres moments importants de votre carrière africaine de diplomate américain.
Merci en tout cas, une nouvelle fois, pour cette analyse d'experts sur un continent en plein développement et riche de promesses. Voilà, c'est malheureusement tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci donc une nouvelle fois à Herman. Merci aussi à René, Denis, Georges, sans oublier notre producteur-réalisateur, Serge Njemba. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions et adressez-les à .usa@frenchbuzztv.com. Ici, Porcella à Washington. À bientôt.